Il y a, tu sais, des preuves visuelles, des preuves photographiques, des preuves vidéo, des preuves radar. Peu importe ce que c'est, ça se déplace d'une manière qui transformerait un être humain en gelée. S'ils étaient à l'intérieur, la force G, personne ne survivrait. On me pose cette question presque aussi souvent que n'importe quelle autre. Pensez-vous que nous avons des extraterrestres qui viennent, tu sais, qui volent autour de nous, ou peu importe? Tu en penses quoi? Plus tôt cette semaine, le Congrès américain a discuté des phénomènes anormaux non identifiés, également connus sous le nom d'OVNI. Et je ne sais pas si je suis le seul, mais je dois juste dire qu'on vit dans une époque vraiment étrange où je peux commencer une vidéo comme ça. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est passer en revue quelques moments forts de ce qui vient de se passer au Congrès plus tôt cette semaine. Ensuite, j'ai une conversation que j'ai eue récemment avec Joseph Jordan, qui est le directeur national du MUFON en Corée du Sud, et il apporte une dimension de recherche qu'il a menée sur une période de 30 ans et qui, selon moi, permet de lever une partie du mystère autour de tout ça. C'est parti. Lors de notre panel précédent, nous avions Grusch et il a témoigné en disant que certains de ces phénomènes étaient des êtres interdimensionnels. Pouvez-vous en parler un peu? Madame, je ne suis pas qualifié, que ce soit en tant que scientifique ou autrement, pour spéculer sur les points d'origine. J'ai tout examiné d'un point de vue scientifique. Donc, si vous prenez, par exemple, l'accélération instantanée, ce qui était l'un des éléments observables du programme auquel j'appartiens, l'AATIP, le corps humain peut supporter environ 9 forces G pendant une courte période avant de subir des conséquences biologiques négatives, perte de connaissance et finalement perte de vision rouge, voire la mort. À titre de comparaison, notre meilleure technologie, le F-16, qui est l'une de ces plateformes plus anciennes, mais aussi l'un de nos avions pilotés les plus maniables, fabriqué par General Dynamics, peut supporter environ 17 ou 18 forces G avant que l'on commence à avoir une défaillance structurelle, c'est-à-dire que la cellule de l'appareil commence à se désintégrer en plein vol. Les véhicules dont nous parlons effectuent des manœuvres dépassant 1000, 2000, voire 3000 G. Donc, je suppose, serait-il raisonnable d'en déduire qu'il s'agit d'engins vivants? Vous savez, je ne suis pas prêt à ce stade à affirmer officiellement si quelque chose est vivant ou non, parce que même cette définition est difficile. Il fut un temps en science où nous pensions que la vie nécessitait de l'oxygène, et nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Il existe des bactéries anaérobies qui prospèrent dans des environnements dépourvus d'oxygène. Et c'est pareil pour la photosynthèse. Quand j'étais à l'université, on m'a dit que tout était issu de la photosynthèse comme source d'énergie. En réalité, ce n'est pas vrai. Il existe des organismes qui vivent grâce à la chimiosynthèse. Donc, nous devons constamment réévaluer notre compréhension de ce qu'est la définition de la vie. Le fait qu'ils doivent réévaluer leur compréhension de la définition de la vie est un premier point très intéressant. Le second, c'est qu'ils soulèvent la question de l'interdimensionnalité plutôt que de se limiter à l'interplanétaire, ce qui est aussi un point très important. Ensuite, le troisième point que je trouve très intéressant ici, c'est que la question de savoir si ces engins sont vivants est soulevée. Alors, continuons à suivre cette piste et voyons où elle nous mène. Voici le prochain extrait. À votre connaissance, y a-t-il eu de la communication avec une forme de vie non humaine? Alors, le terme communication est un peu piégeux parce qu'il y a la communication verbale comme celle que nous avons en ce moment. Et le problème, c'est qu'il existe aussi une communication non verbale. Et donc, je dirais définitivement oui, mais dans le sens non verbal du terme. Quand un avion de reconnaissance russe entre dans l'espace aérien américain, nous faisons décoller 2 F-22 et nous communiquons clairement notre intention et nos capacités. Je pense que c'est la même chose ici. Nous avons ces objets qui sont observés au-dessus de l'espace aérien contrôlé des États-Unis et ils ne font pas vraiment d'efforts pour se cacher. Ils rendent assez évident qu'ils ont même la capacité d'interférer avec nos actifs nucléaires et notre état de préparation nucléaire. Cela rejoint un autre point qui a été allégué au Congrès. Voici un extrait de 20 secondes. Regardez ceci. À un moment donné, vous avez dit qu'il pourrait y avoir eu ou qu'il y a eu des activités nuisibles ou agressives. Est-ce que l'une de ces activités a été agressive, a été hostile? Est-ce que cela figure dans vos rapports? Je connais plusieurs de mes collègues qui ont été blessés physiquement et l'activité et je... Par des pannes ou bien par des personnes au sein du gouvernement fédéral? Les deux, oui. D'accord. Donc il y a eu des activités de la part d'extraterrestres ou... Non. De technologies et ou d'êtres non humains qui ont causé du tort à des humains? Je ne peux pas entrer dans les détails dans un environnement ouvert, mais au moins l'activité à laquelle j'ai personnellement assisté, et je dois être très prudent ici, parce que, vous savez, on vous dit de ne jamais reconnaître les méthodes de travail, n'est-ce pas? Donc, ce à quoi j'ai personnellement assisté, ma femme et moi, était très troublant. Très troublant. C'est quelque chose
C'est un fil que je veux que nous suivions, comme je l'ai dit. Maintenant, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, je crois que c'était il y a 7 mois, lorsque Tucker Carlson, parmi tous, est allé dans The Joe Rogan Experience, et c'est une remarque qu'il a faite que je trouve intéressante. Cela m'a amené à réfléchir à tout cela sous un autre angle, et cela va en fait introduire la partie de l'entretien que j'ai mené avec Joseph Jordan. Alors, voyons cela ensemble. C'est un extrait d'environ, je ne sais pas, 1 minute à peu près. Petite pause. Certaines vidéos importantes que je souhaite partager ne sont pas acceptées ici sur YouTube. C'est pourquoi j'ai créé un canal Telegram, un petit espace simple où je peux tout vous transmettre sans limite. Si vous voulez continuer à recevoir tous les messages, les prières et les conseils, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires pour nous rejoindre. D'accord. Donc le modèle que tu utilises pour comprendre cela, c'est un peu la science-fiction, non? Il s'agit d'une race avancée d'êtres venus d'ailleurs. Mais le modèle qu'ont utilisé toutes les autres sociétés avant nous est un modèle spirituel. Il existe tout un monde que nous ne pouvons pas voir, qui agit sur les gens, un monde surnaturel qui agit sur nous en permanence, pour le bien comme pour le mal. Une fois que tu mets de côté tes suppositions très très récentes, relativement parlant, sur la façon dont le monde fonctionne, tu te dis, eh bien ça semble être l'explication la plus évidente, non? Maintenant, un indice, juste une pièce manquante dans toute cette question qui est vraiment tellement importante. Je ne voyais tout simplement rien qui prouvait réellement que nous recevions quelque chose qui nous rendait visite depuis d'autres mondes. C'était au mieux douteux et rappelez-vous, c'était au début des années 90. Comme j'avais mes réunions mensuelles pour le MUFON, ce que j'étais obligé de faire en tant que directeur de section d'État, beaucoup de gens venaient à ces réunions. Beaucoup d'histoires intéressantes, à entendre de leur part, des rapports d'observation, des expériences d'enlèvement, des expériences de contact. Et je dois vous dire, celles qui nous intéressaient le plus, c'était les expériences d'enlèvement. La raison, c'est que quand on écoute quelqu'un qui dit avoir réellement eu un contact, même en face à face avec ces entités derrière les ovnis que nous poursuivions en tant qu'enquêteurs de terrain, pour moi, cela me dit qu'ils sont en première ligne de ce phénomène. Et si nous devions trouver des réponses à ce phénomène, ce serait à travers l'expérience d'enlèvement et non à travers l'expérience OVNI. Donc, notre attention s'est portée plus en profondeur sur la recherche autour des enlèvements. En tant que groupe de chercheurs ou d'enquêteurs de terrain qui travaillaient avec moi, nous avons décidé que ce serait notre priorité. Nous avons donc pris cette direction et nous nous sommes concentrés là-dessus, en commençant à interviewer ces chercheurs sur les enlèvements ou les personnes ayant vécu des expériences d'enlèvement, essayant d'obtenir leur récit, cherchant la même chose que ce que faisaient les principaux chercheurs sur les enlèvements dans le monde, à savoir trouver des réponses aux questions importantes. Est-ce que cette expérience pouvait être arrêtée? Pourquoi cela arrive-t-il à certaines personnes? Ce sont là les questions clés auxquelles tous les chercheurs cherchaient à obtenir des réponses. En commençant à explorer la recherche sur les enlèvements, j'ai commencé à réaliser qu'il se passait autre chose parmi eux, quelque chose que je ne comprenais pas. Et en me concentrant et en écoutant attentivement leurs conversations entre eux lors de nos réunions, j'ai fini par comprendre qu'ils cherchaient de l'aide face à ces expériences horribles qu'ils vivaient et qu'ils la cherchaient dans des domaines qui m'étaient totalement inconnus, à savoir le domaine métaphysique du New Age. Il semblait qu'il y avait des personnes dans ce milieu qui proposaient toutes sortes d'aides, toutes plus farfelues les unes que les autres, pour que ces gens arrêtent de vivre ces expériences. Mais aucune de ces aides n'était vraiment efficace, même si au moins quelqu'un essayait d'aider ces personnes. Ils pensaient que nous, à MUFON, pouvions les aider, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avions pas les réponses à ce sujet. Nous comptions sur eux pour obtenir des réponses sur la nature de ce phénomène. Donc, à mesure que je me concentrais davantage sur l'expérience d'enlèvement, j'ai dû examiner ce que proposait ce milieu du New Age. En le faisant, j'ai été complètement happé, sans pouvoir résister. Je ne me rendais pas compte à l'époque que moi-même, il me manquait quelque chose dans ma vie. Et ce domaine métaphysique du New Age offrait quelque chose qui semblait concret, même si je n'étais pas certain que ça l'était vraiment, mais c'était très séduisant par nature. C'était comme si je pouvais avoir ma propre spiritualité, mais la seule différence avec le christianisme ou tout autre système de croyance, c'est qu'il n'y avait aucune responsabilité. Et pour moi, vous savez, en tant que quelqu'un qui ne venait d'aucune religion, c'était, disons, une tentation.
je pouvais avoir le meilleur des deux mondes. Donc, en explorant le domaine métaphysique du New Age, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres angles sous lesquels je pouvais examiner ce phénomène. Donc, au départ, quand j'ai commencé, ma perspective sur le phénomène OVNI était celle d'un humaniste agnostique. Mais là, j'ai eu l'occasion de l'observer sous un autre angle. Et cet angle, c'est celui du domaine métaphysique du New Age. Et c'est vraiment une perspective différente pour voir les choses. J'ai passé environ 4 ans dans ce domaine métaphysique du New Age en tant que praticien moi-même, mais je n'obtenais toujours pas de réponse sur la nature de ce phénomène ni sur les deux grandes questions. Pourquoi cela arrivait-il à certaines personnes et était-il possible d'y mettre fin? C'était en 1996, à la fin de l'année, nous avions eu une année très chargée entre le travail, les heures supplémentaires et la recherche sur laquelle nous travaillions avec de nombreux cas, des études de cas que nous menions. J'étais vraiment épuisé. À l'époque, j'avais une petite amie qui m'aidait dans cette recherche. Et ce qui était intéressant dans notre relation, c'est que moi, j'étais un praticien du New Age alors qu'elle, elle se disait chrétienne. Nous étions d'accord pour dire que tout irait bien entre nous tant qu'on ne parlait pas de politique et de religion, ce qu'on laissait de côté. Mais il y a eu un moment cette année-là, vers la fin de l'année, où elle a vu que j'étais vraiment épuisé, surtout avec quelques cas sur lesquels je travaillais, et elle m'a pris à part et m'a dit, « Tu sais, je m'inquiète pour toi. Je crains que tu aies besoin de protection dans ce domaine. Je ne pense pas que ce domaine soit ce que tu crois, et je pense qu'il y a ici quelque chose de très sombre dont tu devrais te protéger, et tu n'as pas cette protection. » Et j'ai répondu, bien sûr que si, je l'ai, et j'ai sorti mes cristaux pour les lui montrer en disant, tu vois, celui-ci m'aide pour ceci, celui-là m'aide pour cela. Et elle me dit, non, non, elle dit, c'est quelque chose de bien au-delà de ça dont tu as vraiment besoin. Et j'ai demandé, alors qu'est-ce que tu proposes? Et elle attrape une Bible, me la tend et dit, c'est là-dedans. Et j'ai répondu, non, on avait convenu de ne pas aborder ce sujet dans notre relation. Et elle a dit, tu sais, tu dis aux gens que tu es l'enquêteur le plus ouvert d'esprit et objectif qui soit. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et elle répond, donc tu vas jeter un œil à ça, n'est-ce pas? Et moi, eh bien, tu sais, je m'étais fait avoir. On ne dit pas à sa copine qu'on ne va pas regarder. Alors j'ai dit, d'accord, je te donne quelques minutes, montre-moi ce que tu as. Ce qui était incroyable, c'est que pendant ces 15 à 20 minutes où elle m'a partagé ce message de l'Évangile à partir de cette Bible, cela a probablement été l'un des moments les plus profonds de ma vie. J'avais entendu le message de l'Évangile en grandissant enfant avec mes parents à l'Église, mais je ne l'avais pas accepté. Mais la façon dont elle me l'a présenté en quelques instants a ouvert mes yeux et mes oreilles. Et c'était tout simplement incroyable de ressentir le soulagement qui s'était libéré de moi à ce moment précis. Quelque chose changeait vraiment en moi et j'ai compris que c'était la protection dont j'avais besoin. Et je lui ai dit, j'ai besoin de cette protection, c'est ce que je veux. Et là, sur le moment, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en novembre 1996. Eh bien, maintenant, je suis chrétien, mais je suis toujours un chercheur sur les ovnis. Et à l'époque, je ne comprenais pas qu'il pouvait y avoir quelque chose qui soit contraire au fait d'être chrétien en tant que chercheur sur les ovnis, mais je n'étais pas sûr de ce que c'était. Mais je voulais en savoir plus sur ce que signifie être chrétien, parce qu'en fait, je ne savais pas ce qu'était un chrétien. Je savais que j'avais fait ce que font les chrétiens, c'est-à-dire donner leur vie à Jésus-Christ. Mais qui est ce Jésus? Comment puis-je en savoir plus sur lui? Et en tant que chercheur et personne curieuse, j'ai décidé de me plonger dans cette recherche et d'en apprendre davantage sur le christianisme et la Bible. Et c'est ce que j'ai fait. J'y ai consacré du temps. Et c'est pendant cette période que le Seigneur m'a montré que ce avec quoi je travaillais dans le domaine des ovnis n'était pas ce que cela semblait être. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je mets tout ça de côté et que j'arrête complètement? Et j'ai parlé à mes collègues chercheurs et je leur ai dit, vous savez, je ne pense pas que ce à quoi nous avons affaire ici soit ce que nous pensions. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne devrions probablement même pas nous mêler de ça. Et ils étaient d'accord, alors nous avons décidé de tout laisser tomber. Mais j'avais sans cesse cette petite voix insistante qui me disait, tu n'as pas encore terminé.
tu vois? Et je me disais, oui, je vais mettre ça de côté, ce n'est pas bon pour nous. Et puis cette voix me disait, tu dois ramener cette découverte là d'où tu viens. Ramène cette vérité là d'où tu viens. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas ramener la Bible dans ce milieu New Age des ovnis. Ils ne croient pas que c'est la parole infaillible de Dieu. J'ai dit, il faut que tu me donnes quelque chose de mieux que ça. Et c'est là que les choses ont vraiment changé. Nous étions en train d'examiner certains des dossiers, des cas que nous avions enregistrés concernant des expériences d'enlèvement. Et il y en avait un en particulier que nous étions en train d'étudier à ce moment-là. Nous avions enregistré ce monsieur 6 mois auparavant et alors que nous étions assis là à regarder à nouveau la vidéo de l'entretien que nous avions fait avec lui, nous avons entendu quelque chose dont nous ne nous souvenions pas avoir entendu lorsque nous étions assis là à l'enregistrer juste en face de lui 6 mois plus tôt. Parce que ce qu'il disait, c'est que pendant cette expérience qu'il avait vécue, une sorte d'enlèvement, une expérience très horrible pour lui. Il s'est écrié au milieu de cette expérience, Jésus, Jésus, aide-moi. Ou Jésus, aide-moi. Et lui, en un instant, il n'est plus dans l'expérience et il a l'impression d'être violemment projeté sur le lit. Eh bien, nous avons écouté cela et j'ai regardé mon collègue de l'époque, l'un des chercheurs avec qui je travaillais, et je lui ai dit, « Tu te souviens de ça? » Et il me répond, « Je ne m'en souviens pas non plus. » Alors, nous avons dû examiner cela de très près, parce que si ce qu'il nous raconte est un événement réel, il a fait quelque chose que les autres principaux chercheurs dans le monde affirment être impossible. Il n'est pas possible d'arrêter une expérience, et pourtant ce type nous dit qu'il vient justement d'en arrêter une. Et ce qui était intéressant, c'est la manière dont il a interrompu l'expérience. Eh bien, je ne pouvais pas aller plus loin avec ça, à moins de vérifier que ce qu'il nous racontait était bien un événement réel. Existait-il autre chose de similaire dans la recherche sur les ovnis, la recherche sur les enlèvements? Je ne sais pas. J'ai dû contacter les principaux chercheurs dans ce domaine et leur parler ce que j'ai fait et je leur ai dit, les gars, j'ai ce cas étrange. J'aimerais juste un peu d'aide à ce sujet. Vous savez, une meilleure compréhension. À quoi ai-je affaire ici? Lorsque j'ai partagé le cas avec ces principaux chercheurs par téléphone, chacun d'eux m'a demandé, après que je l'ai exposé, peut-on parler en off? Et j'ai répondu, bien sûr, on peut parler en off. J'ai dit, aidez-moi simplement à comprendre ce que j'ai là. Et ils ont dit, eh bien, en fait, nous sommes déjà tombés sur des cas comme celui-ci dans nos recherches. Et j'ai demandé, comme quoi? Et ils ont répondu, eh bien, nous avons rencontré des cas où des personnes ont chanté un hymne chrétien ou fredonné un hymne, récité, cité une prière ou un passage des Écritures, invoqué Jésus, et ces expériences s'arrêtent. Et j'ai dit, attendez une minute. Vous dites tous qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter ces expériences, mais maintenant vous me dites qu'il est possible de les arrêter avec ce genre de méthode. Et ils ont répondu, oui. Et j'ai demandé, eh bien, ma prochaine question est, pourquoi n'avez-vous jamais partagé cette information? Et la réponse que j'ai reçue de la plupart d'entre eux était, nous ne savions pas quoi en penser. Vous savez, c'est une réponse honnête. En fait, c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, mais je ne sais pas si c'était leur conscience ou autre chose, ou un sentiment de culpabilité, mais ils ajoutaient toujours une autre réponse, comme si la première ne suffisait pas. Et la réponse qu'ils ajoutaient était, nous avions peur d'aborder ce sujet parce que cela pourrait nuire à notre crédibilité dans la communauté de recherche sur les ovnis. Et je me suis dit, d'accord, maintenant, on commence à comprendre où est le problème. Alors, j'ai dit à ces gars, j'ai dit, écoutez, moi, je travaille pour vivre. Je ne fais pas de conférences. Vous savez, je ne vends pas de produits dérivés ni rien. Je ne dépends pas de ça pour gagner ma vie. Je n'ai aucun problème à diffuser ces informations. J'ai dit, vous m'avez dit qu'il y avait d'autres cas comme celui-ci. Je vais aller trouver ces cas. Je vais les documenter et je vais m'assurer que cette pièce du puzzle soit mise sur la table. Ils m'ont tous dit, s'il te plaît, fais-le, parce que nous ne pouvons pas. C'est donc à ce moment-là que nous avons formé le groupe de recherche CE4 afin de pouvoir rassembler ces informations et de les rendre présentables pour une relecture par les pairs au fil des décennies suivantes.
Je savais que je ne pouvais pas continuer à le faire au sein du MUFON, car MUFON n'était pas vraiment conçu à l'époque pour enquêter sur les enlèvements. C'est pourquoi nous avons créé une entité distincte, le groupe de recherche CE4. C'est donc là que notre attention s'est portée, et c'est ce que nous faisons depuis près de 25 ans maintenant. Nous nous sommes concentrés sur ce type de cas où des personnes voulaient partager des informations, mais personne ne les écoutait et personne n'en faisait rien. C'est la pièce manquante du puzzle OVNI depuis 30 ans, à ma connaissance. Nous avons été les premiers à la mettre en avant. Le premier cas était celui de Bill D., ce monsieur qui disait avoir mis fin à l'expérience en invoquant le nom de Jésus. Mais depuis, au cours des 25 dernières années, j'ai travaillé sur bien plus de 600 cas. J'ai arrêté de compter il y a quelques années. Ce n'était pas important et il continue simplement d'affluer. La vidéo récente que tu viens de faire, celle qui est en ligne avec 700 vues, 700 000 vues en ce moment. Si tu regardes dans les commentaires, il y a de nombreux témoignages dans ces commentaires. Donc, des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de cela auparavant, qui maintenant se manifestent et disent « J'ai fait exactement ça, mais il n'y a personne à qui en parler. » Eh bien, nous avons été ce groupe à qui parler. Nous avons été disponibles pour recueillir ces témoignages parce que ce que je veux faire ici, c'est pouvoir montrer que ce n'est pas juste un événement isolé qui ressort comme étrange. Il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de témoignages qui prouvent que ce nom et cette autorité de Jésus-Christ peuvent arrêter cette expérience. Et les autres chercheurs dans ce domaine le savent. Au fait, si cela vous intéresse, il y a beaucoup plus à venir dans cette conversation très bientôt dans l'épisode du podcast Daily Dose of Wisdom que j'ai enregistré avec Joseph Jordan. Il approfondit davantage son histoire personnelle, les résultats de recherche qu'ils ont obtenus au cours des 25 à 30 dernières années et il parle aussi de ce qu'il pense qui pourrait arriver ensuite. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer cette publication. Et encore une fois, allez voir dailydoseofwisdom.com pour découvrir les produits dérivés, explorer le site lui-même et savoir exactement ce que vous pouvez attendre de The Wisdom Society. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.